Dans l'obscurité oppressante du ciel yéménite, bien au-dessus du golfe d'Aden, un grondement discret perçait les nuages. Ce n'était pas un orage, ni le souffle du vent marin. C'était un chasseur américain, modèle F-1A-18 Super Hornet, en mission de routine. Son plan de vol n'avait rien d'exceptionnel, reconnaissance et dissuasion, deux mots devenus synonymes d'habitude dans une région trop longtemps habituée à la tension. Mais ce jour-là, quelque chose se produisit. Une erreur. Pas un dysfonctionnement technologique. Pas une mauvaise lecture radar. Non. C'était une erreur humaine, mais pas du côté américain. De l'autre. Chez les houthistes. Depuis des mois, les Houthis perfectionnaient leur art du harcèlement aérien. Drones, missiles solaires artisanaux, capacité d'écoute rudimentaire mais redoutablement efficace. Ils avaient appris à lire le ciel comme on lit une carte. Mais ce jour-là, leur réseau d'observation fit une confusion critique. Le transpondeur d'un chasseur furtif en manœuvre passive fut interprété comme celui d'un drone Reaper américain. Moins rapide. Moins dangereux. Plus facile à abattre. L'ordre fut donné. Le signal fut envoyé. Un missile solaire SA-6, rétrofité dans un atelier caché près de Saada, s'éleva dans le ciel comme une flèche vengeresse. Il n'était pas prévu pour un appareil de combat de cette classe. Mais il vola avec la foi de ceux qui ne doutent pas. Et l'impensable arriva. Le missile ne fit pas mouche. Pas directement. Mais son explosion de proximité endommagea l'aile droite du Super Hornet, déclenchant une alarme immédiate. Le pilote, vétéran de 2 campagnes, activa les contre-mesures et vira à une vitesse que même le sol peinait à suivre. La manœuvre fut si serrée, si violente, que l'appareil perdit altitude et disparut temporairement des radars alliés. C'est là que tout bascula. Pendant les 6 minutes suivantes, le chasseur américain fut déclaré manquant. En termes militaires, c'est un intervalle trop court pour paniquer, mais trop long pour rester calme. Le protocole d'urgence fut déclenché. Mais il y eut une complication. Un autre appareil, un F-15 appartenant à une coalition non spécifiée, entrait simultanément dans la même zone. Et les Houthis, galvanisés par la réussite de leur attaque, crurent que c'était le même appareil. Ou un second drone. Ils tirèrent à nouveau. Cette fois, ils visèrent juste. Mais pas sur un drone, ni sur un chasseur ennemi. Ils touchèrent un avion ami. L'impact fut catastrophique. L'appareil n'explosa pas, mais perdit une grande partie de son système hydraulique. Le pilote, blessé, tenta une descente d'urgence. L'avion, criblé mais encore porteur de ses armes, s'écrasa dans une zone montagneuse contrôlée par une milice tribale, qui n'était ni pro-Houthi, ni pro-occidentale, mais simplement contre tout ce qui vole. Le chaos devint alors multilatéral. Les Américains crurent à une embuscade coordonnée. La coalition paniqua. Les Houthis, réalisant qu'ils avaient abattu le mauvais appareil, publièrent une vidéo de célébration tronquée, où l'on voyait une explosion sans qu'on distingue clairement l'identité de la cible. Pendant ce temps, sur le terrain, une course contre la montre commençait. Récupérer le pilote blessé avant qu'il ne tombe entre les mains de ceux qui pourraient l'échanger, le vendre ou le faire disparaître. Et dans cette frénésie, un incident annexe transforma un simple acte d'erreur en crise diplomatique. Un drone de surveillance israélien, en mission indépendante au-dessus de la mer Rouge, intercepta une conversation entre 2 chefs de tribus locales évoquant la présence d'un oiseau de métal tombé du ciel contenant des secrets dans les ailes. Mal interprétée, la conversation fut transmise comme une menace d'acquisition de technologies militaires américaines par une milice potentiellement pro-iranienne. En moins de 3 heures, une opération de récupération devint une mission conjointe ultra-secrète impliquant 3 armées, un commando clandestin et une frappe de diversion déguisée en accident géologique. Le pilote fut exfiltré, à moitié conscient, après avoir été échangé contre 2 caisses de fournitures médicales et une promesse de laisser un puits d'eau intact. Mais l'avion, lui, resta. En morceaux. Dissimulé. Et certains composants furent bel et bien récupérés par les mauvaises mains. Ce que personne n'avait prévu, c'étaient les conséquences à long terme. 1 mois plus tard, une vidéo émergea sur un forum crypté. Une maquette d'aile d'avion, partiellement reconstruite avec des matériaux composites occidentaux, apparaissait dans un hangar non identifié. Une voix hors champ parlait des « erreurs bénies ». C'était signé par un groupuscule inconnu, mais relié aux milices pro-Houthis. Ce n'était plus du sabotage. C'était de la rétro-ingénierie. Et tout avait commencé parce que quelqu'un, dans un bunker poussiéreux, avait mal lu un signal radar. L'histoire fut classée incident de brouillage tactique dans les rapports officiels. Rien ne filtra à la presse. Mais dans les cercles discrets du renseignement militaire, on lui donna un autre nom, presque ironique, l'attaque contre le mauvais oiseau. Et depuis ce jour, au-dessus du golfe, chaque chasseur qui s'élève sait que le danger ne vient pas seulement des ennemis déclarés, mais de ceux qui tirent trop vite et comprennent trop tard.
La vidéo disparut aussi vite qu'elle était apparue, mais pas sans laisser de traces. Les analystes occidentaux en extrayèrent des métadonnées. Le son, modulé artificiellement, provenait d'un appareil vocal utilisé dans des zones montagneuses du nord du Yémen. La lumière dans le hangar révélait un angle solaire typique de l'après-midi, mais avec une incidence spécifique à l'altitude. Et surtout, l'ombre projetée par la structure partiellement reconstituée indiquait qu'elle n'était pas seule. Il y en avait d'autres. Elle, oiseau de métal, comme l'avaient surnommé les tribus locales, n'avait pas seulement été dépouillé. Il avait été copié. Les pièces intactes, segments de gouverne, connecteurs avioniques, portions de fibres composites, avaient été reproduites avec une précision troublante, comme si l'on assistait non pas à une expérimentation artisanale, mais à la naissance d'un prototype. Ce que les stratèges redoutaient depuis longtemps devenait réalité. La guerre par erreur devenait une source d'innovation inattendue pour les factions les moins prévisibles. Mais ce n'était pas tout. Dans les semaines suivantes, plusieurs incidents discrets commencèrent à s'accumuler. Des drones de fabrication iranienne commencèrent à afficher des comportements en vol inédits. Changement de trajectoire plus fluide, meilleure stabilité face aux vents latéraux, et surtout, un brouillage radar moins détectable. Certains commencèrent à murmurer que ces améliorations étaient directement liées aux composants récupérés dans l'épave du F-15. Non pas copiés à l'identique, mais utilisés pour contourner les faiblesses du matériel local. La spirale continua. Un navire américain en patrouille au large de Djibouti signala avoir été approché par un drone inconnu, qui resta à distance mais transmit un signal codé. Un simple bourdonnement, suivi de 2 mots dans un dialecte arabe yéménite, « oiseau tombé ». Le message n'était pas une menace. C'était une signature. Les agences d'intelligence s'activèrent. Le Pentagone, la DGSE, le MI6. Ce n'était plus une opération perdue dans un désert d'erreurs. C'était un précédent stratégique. Un missile tiré par erreur avait donné naissance à une doctrine nouvelle. Récupérer, copier, adapter. Et dans cette logique asymétrique, l'avantage technologique ne suffisait plus. Mais un dernier événement changea définitivement l'interprétation de tout l'incident. 3 mois après l'attaque, lors d'une conférence à huis clos tenue à Bahreïn aux responsables militaires du Golfe et partenaires occidentaux, un conseiller qatari partagea un rapport confidentiel. Il affirmait que l'un des chefs de milice ayant pris possession des débris de l'appareil avait fui avec une partie des composants, non pas vers Téhéran, ni vers Damas, mais vers un pays africain aux allégeances multiples. Là, il aurait vendu une partie du système de navigation inertielle à une cellule privée spécialisée dans le développement de drones commerciaux militaires. Une cellule aux connexions opaques, mais avec des intérêts économiques puissants. Ce n'était plus une guerre régionale. C'était une fuite technologique incontrôlée, déclenchée par un missile mal dirigé, alimenté par la cupidité, le chaos et l'opportunisme. Un pilote blessé, un avion abattu, une confusion tactique, et voilà que la chaîne entière de sécurité aérienne se trouvait menacée par ses propres fragments. Depuis cet incident, un nouveau protocole fut instauré dans les opérations aériennes. En cas de crash d'un appareil contenant des technologies sensibles, une équipe spéciale, surnommée les moissonneurs, devait être dépêchée immédiatement, non pour sauver, mais pour effacer. Neutraliser. Détruire tout ce qui pouvait devenir un futur cauchemar. Mais pour elle, oiseau tombé, il était trop tard. Il avait déjà semé ses plumes dans plusieurs coins du monde. Et personne ne savait combien d'ailes nouvelles allaient pousser à partir de ce chaos. Dans le silence des rapports classifiés, un général américain aurait conclu le dossier avec une phrase aussi poétique que sinistre. Le missile visait un fantôme. Il a touché l'avenir. L'avenir, justement, commença à montrer son vrai visage non pas sur un champ de bataille, mais lors d'un salon technologique à Jakarta, 6 mois plus tard. L'événement était anodin en apparence, une exposition civile, dédiée aux innovations en matière de drones, d'intelligence artificielle et d'aéronautique légère. Mais sur un stand modeste, à l'écart des géants américains, russes et chinois, un petit consortium mal identifié présentait un prototype de drone de reconnaissance à moyenne altitude doté d'un système de navigation totalement indépendant des signaux GPS. Les spécialistes furent perplexes. Un tel système, capable de maintenir une précision chirurgicale sans appui satellite, n'était connu que dans des programmes classifiés très avancés. Ce drone, sobrement baptisé Nautilus 7, affichait des performances que même les modèles militaires ne maîtrisaient pas pleinement. Et surtout, l'architecture interne du drone, dévoilée brièvement lors d'un accident de démontage, montrait un réseau de câblage et de connecteurs typiques des avions de chasse occidentaux. L'alerte fut immédiate. En coulisses, les observateurs du renseignement occidentaux envoyèrent des rapports urgents. Le Nautilus 7 contenait des traces indiscutables de reverse engineering issues d'un appareil tombé. Le lien avec l'incident du Yémen n'était pas confirmé, mais une similarité frappante entre le cœur inertiel du drone et celui d'un système classé top secret,
perdu avec le chasseur abattu, fit disparaître tout doute. Le mauvais avion abattu par les Houthis avait donc trouvé une nouvelle vie, réincarné dans des machines que personne ne pouvait plus tracer. Pire encore, le consortium qui présentait le Nautilus s'est disparu de la scène après le salon. Le stand fut démonté en une nuit, les bases de données supprimées, les représentants injoignables. Il n'existait aucune trace formelle de l'entreprise. Rien que des pseudonymes, des paiements en crypto-monnaie, et un réseau logistique passant par 3 continents. En réponse, les grandes puissances activèrent une procédure rare, l'obscurcissement technologique préventif. Cela consistait à modifier rétroactivement les composants encore actifs en service pour éviter que d'autres morceaux tombés ne puissent être utiles à ces entités insaisissables. Ce processus coûta des millions, ralentit des programmes entiers, et força même à annuler des livraisons d'équipements sensibles à des alliés jugés peu sûrs. Tout ça, pour une seule erreur de cible. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Un an jour pour jour après l'attaque du F-15, un satellite espion détecta une silhouette furtive survolant à basse altitude une région montagneuse de l'Éthiopie. L'objet volait sans signal, sans balise, sans signature thermique identifiable. Et pourtant, il avait toutes les caractéristiques de l'ancien Super Hornet. Sauf que ce n'en était pas un. Le drone inconnu, que les analystes baptisèrent Spectre, resta 11 minutes dans la zone, exfiltra visiblement des données, puis disparut derrière un relief sans jamais réapparaître. Aucune armée ne revendiqua l'engin. Aucun radar ne put le suivre. L'armée américaine, en dépit de tous ses moyens, ne sut dire d'où il venait. Mais dans une pièce isolée du Pentagone, un écran afficha une image capturée par un drone de surveillance embarqué sur un navire. Le profil du Spectre, en contre-jour, révélait un détail minuscule mais glaçant. Au cœur du désert technologique qu'était devenue cette affaire, le monde basculait peu à peu dans une réalité qu'aucune armée, aucun service de renseignement, aucun fabricant d'armement n'avait anticipé. Les armes perdues ne mouraient plus, elles se transformaient. La trace du Spectre, bien que fugace, enclencha une série de réunions d'urgence dans les états-majors. À Langley, à Londres, à Ramstein, les analystes les plus chevronnés fouillèrent les données satellitaires, les archives du trafic aérien civil, les rapports de crashs oubliés. Tous cherchaient un point d'origine. Une signature. Un indice. Mais la machine qui avait survolé l'Éthiopie ne correspondait à aucun modèle connu. Elle était un hybride. Une chimère. Fruit du chaos, de l'opportunisme, de l'ingéniosité pirate. Et pourtant, ce n'était que la première. 3 semaines plus tard, un cargo battant pavillon panaméen, transportant des pièces électroniques de haute sensibilité depuis Singapour vers Rotterdam, fut survolé pendant 6 minutes par un appareil silencieux, qui descendit à une altitude suffisante pour déclencher l'alerte antiaérienne du navire. Les caméras de surveillance filmèrent un engin sans bruit, noir, anguleux, au design rudimentaire mais aérodynamique. Il ne lança aucun projectile. Il ne transmit aucun signal radio. Il observa, puis s'éloigna. Cette fois, les experts navalistes comparèrent les images à la silhouette du Spectre. Verdict, même châssis, modification du fuselage, absence de propulsion visible. On évoqua un système d'aspiration magnétique ou un moteur électrique expérimental à compresseur silencieux. Mais une autre théorie, plus terrifiante, commença à prendre forme. Le Spectre n'était pas un drone, mais un programme. Un programme modulaire. Distribué. Reproductible. Comme un virus, ces données sources avaient été disséminées. Pas dans un fichier zip sur un serveur obscur, mais physiquement. En fragments. Transportés par des disques durs, des puces dissimulées dans des objets anodins, dans des valises diplomatiques détournées ou des pièces détachées de véhicules ordinaires. Le Spectre n'était plus un prototype. Il était devenu un concept ouvert, un code source aérien accessible à toute entité capable de le réassembler. Dans une usine désaffectée d'un État fantôme de l'Afrique de l'Ouest, un atelier clandestin imprimait des ailes composites à partir de moules artisanaux. Dans un port d'Asie du Sud, une cargaison saisie révélait des stabilisateurs en fibre de carbone compatibles avec une structure modulaire. À Kiev, un informateur de l'armée signalait la présence d'un drone noir silencieux vu s'éloigner à basse altitude après une frappe nocturne, sans revendication. Le Spectre était partout. Et nulle part. Face à l'ampleur du phénomène, les États commencèrent à douter de leur certitude. La sécurité aérienne traditionnelle, fondée sur la détection radar, l'interception électronique et la supériorité technologique, ne suffisait plus. Ce n'était pas un nouveau modèle d'armement à contrer. C'était une logique virale à désinfecter. Une nouvelle division fut créée à l'OTAN, ARES, Aerial Recovery et Elimination of Spectral Tree. Elle n'avait pas pour mission d'abattre, mais de retrouver les fragments d'origine, d'identifier les chaînes de production, de traquer le code initial, ce que les analystes surnommaient entre eux le noyau Yémen. Mais plus les mois passaient,
Plus une évidence glaçante s'imposait, le noyau n'existait plus. Comme un feu de forêt nourri par le vent, l'idée avait muté. Des factions indépendantes, souvent ennemies entre elles, se copiaient sans le savoir. Le spectre n'était plus une arme unifiée. Il était devenu un écosystème d'ombres volantes, d'engins dérivés, chacun adapté à son créateur, chacun porteur d'une intention différente. Et au centre de cette nébuleuse, une signature revenait parfois, griffonnée dans un coin d'aile, peinte à la main sur un flanc, tatouée même une fois sur une pièce interne de fuselage capturée intacte. 15 mars 07. La date de l'erreur. L'ultime ironie, c'est que personne, pas même les factions qui produisaient ces spectres nouvelle génération, ne connaissait vraiment l'origine exacte de cette date. Elle était devenue un mythe. Une légende noire parmi les ingénieurs de l'ombre. Le jour où les puissants avaient ouvert une brèche. Le jour où un missile tiré par des outils désorientés avait, sans le vouloir, déchaîné une révolution aérienne clandestine. Et dans le ciel du futur, au-dessus des lignes de faille du monde, des machines silencieuses continuaient de voler, libres de toute nation, sans drapeau, sans maître, nées d'une erreur. Et peut-être, bien au-delà des lignes ennemies, de la diplomatie et de l'éthique, il ne restait qu'un message froid inscrit dans leur circuit. Même les rois du ciel peuvent perdre le contrôle de leurs créatures.